Wesh, la dernière fois je suis tombé sur une histoire de fou, une histoire qui retrace la vie de Christian Gerhard Streiter. Je vais l'appeler Chris toute la vidéo, déjà parce que son nom de famille il est imprononçable, mais surtout parce que ce type a vécu sous une succession de pseudonymes, en prétendant être un acteur, un réalisateur, un collectionneur d'art, un physicien, et il va même aller jusqu'à se faire passer pour un membre de la famille la plus puissante du monde. Je pense que même si j'avais 10 vies, je ne vivrais pas autant de choses que ce mec. Chris est né à Sixdorf, en Allemagne de l'Ouest. Premier problème, il conteste sa date de naissance. Oui. Selon ses parents, sa date de naissance est le 21 février 1961, mais Chris affirme être né un an plus tôt le 29 février 1960. À part ça, il a une enfance assez banale, tellement banale qu'il va rêver d'Amérique. En 1978, à l'âge de 17 ans, Chris fait la rencontre d'un couple d'Américains en voyage en Allemagne de l'Ouest à ce moment-là. Il va kiffer le couple et ça va le réconforter dans cette idée de partir aux États-Unis. Sauf que contexte de l'après-guerre, on est en pleine guerre froide. Obtenir un visa pour les États-Unis, c'est très compliqué, surtout quand t'es allemand. Mais de là va lui venir une petite idée de farfadet malicieux. Il va faussement déclarer que le couple d'Américains qu'il avait rencontré l'ont invité à séjourner chez eux en Californie. Et ça va passer, son visa va être accepté, il peut directement se rendre aux États-Unis. Il part à New York et se retrouve dans le Connecticut, une région voisine. Il va faire la rencontre d'Edward Savio et notre farfadet préféré va se faire passer pour un membre d'une riche famille allemande. Et ça va marcher, la famille d'Edward va le loger et le nourrir pendant plusieurs mois. Chris leur dit tout simplement que sa riche famille les remboursera un jour. Sauf que forcément, au bout de plusieurs mois, la famille de Savio se rend compte de la supercherie et il va se faire virer de la maison. Chris se retrouve à la rue et après ça, on imagine qu'il va comprendre que mentir n'est pas la solution. Nouvelle quête pour Chris, obtenir la green card pour trouver un travail. La green card, c'est tout simplement un document qui permet aux non-américains de pouvoir travailler aux États-Unis. Forcément, Chris, il a besoin d'argent, c'est la seule solution pour pouvoir subvenir à ses besoins. Sauf que c'est une quête assez complexe parce que la green card est très compliquée à avoir. Environ 2% des demandes de green card sont acceptées, mais Chris a la solution. Le moyen le plus simple d'obtenir la green card, c'est de se marier avec une citoyenne américaine. Ça tombe bien, Chris, à ce moment-là, il fait la rencontre d'Amy Denke, une américaine. Les deux tourtereaux vont tomber amoureux, sauf que Chris il a besoin de thunes, le temps il presse, donc il va tout simplement prétendre que s'il ne se marie pas très rapidement, il va devoir retourner en Allemagne pour s'engager dans l'armée. Tout amoureuse qu'elle est, Amy va marier Chris pour éviter que son petit chéri d'amour parte à la guerre. Le lendemain du mariage, Chris quitte Amy et part pour la Californie avec la green card en poche. Il va se retrouver à San Marino, une ville huppée de la Californie. Et d'ailleurs il ne se nomme plus Christian Gerhard Streiter, mais Christopher Chichester. À ce moment-là, il loge dans une maison d'hôtes, il vit avec un couple, John et Linda, et Didi, la mère de John. Chris continue de se faire passer pour un membre de la haute société, sauf que ça va très vite partir en couille parce que John et Linda vont tout simplement disparaître. On sait pas où ils sont passés, ils ont disparu du jour au lendemain. Forcément, la police va interroger Chris et ce farfadet va expliquer que le couple est parti en Europe. Didi, la mère de John, elle comprend pas, ils sont partis sans prévenir, sans prendre d'affaires, c'est louche. Quelques jours plus tard, Chris se fait arrêter alors qu'il est au volant de la camionnette de John. Chef. Sauf qu'il va quitter la région avant même que la police ne puisse l'interroger. Il y a rien de plus suspect que ça. Chris devient évidemment le suspect principal dans la disparition, sauf qu'une carte postale prétendument envoyée de France va arriver. John et Linda sont bel et bien en Europe. Et la police va juste abandonner les recherches. Les années 80, c'était quand même une autre époque, une carte postale et on annule un avis de recherche. Il va être obligé de retourner dans le Connecticut. Il va changer une nouvelle fois de nom. Christopher Chichester devient Christopher Crow et désormais il prétend être un producteur de télé très connu. Il me fatigue. Ce perso va lui permettre de faire des petits tafs par-ci par-là dans la production, sauf que son passé va vite le rattraper. Ça fait plusieurs mois que John et Linda sont supposément partis en Europe, sauf qu'on n'a toujours aucune news. Pas de carte postale, rien. Du coup, la police va reprendre les recherches. Chris, on le sait, c'est le suspect numéro 1, sauf que je vous le rappelle, il a encore une fois changé d'identité. Et il a changé de région. Puis c'est les années 80, on n'avait pas tous les moyens qu'on avait aujourd'hui, donc c'est très compliqué pour la police de retrouver la trace de Chris. Chris fait son petit bout de chemin et au final, il va se dire à un moment qu'il veut passer à la vitesse supérieure. Dans la mythomanie en tout cas. Parce que désormais, il se prénomme Clark Rockefeller, et il affirme être un membre de la célèbre famille, les Rockefeller. Pour ceux qui connaissent pas cette famille, c'est tout simplement la famille la plus puissante et la plus riche des États-Unis. C'est comme si moi demain je me fais passer pour le fils de Bernard Arnault, tu vois. Je sais pas comment il fait, mais plus c'est gros, plus ça passe. Il refait sa vie, il épouse Sandra Boss, une cadre supérieure qui travaille chez McKinsey et qui gagne très bien sa vie.
Et tout va mieux, le couple vit à Boston, ils vont même avoir une petite fille. Chris, lui, en bon RP qu'il est, il va utiliser ses liens supposés avec la famille Rockefeller pour renforcer sa réputation auprès de ses amis, de ses voisins. Voilà, il explique qu'il est diplômé de l'une des meilleures universités du pays, qu'à côté de ça, il possède une entreprise au Canada, et en vrai, il mytho tellement bien qu'il va même infiltrer l'Algonquin Club. C'est un club réputé à Boston où t'as des personnes riches et influentes qui se retrouvent pour discuter, et il va même devenir administrateur du club. Bref, tout le monde tombe dans le panneau, tout le monde pense que c'est un mec de la famille des Rockefeller. Ça va durer plusieurs mois, plusieurs années, sauf qu'au bout d'un moment, sa femme, elle va commencer à avoir des doutes. Premièrement, Chris accepte de se marier, mais sans statut légal. Forcément, qui dit mariage légal, dit qu'il y aurait eu des papiers, donc Chris se serait forcément fait cramer. Deuxièmement, Chris veut absolument gérer ses finances tout seul et faire sa déclaration d'impôt en tant que célibataire. C'est bizarre, comme si tu voulais cacher que t'étais pas milliardaire, quoi. Et troisième gros red flag, Chris devient violent. Bref, le couple va de moins en moins bien, et les doutes de Sandra s'accentuent, voilà. Tellement qu'à un moment, elle va engager un détective privé. Le détective va découvrir très rapidement la supercherie. Clark Rockefeller n'existe pas. Sandra, elle est sous le choc, forcément, elle va en parler à Chris. Sauf que lui, il va nier en bloc. Il en est lui-même persuadé, c'est un membre de la famille Rockefeller. Cette affaire, elle commence à faire son petit boucan parce qu'en plus, Chris, il est devenu connu avec le temps. Tellement qu'un membre de la famille Rockefeller va se manifester pour dire que Clark Rockefeller ne fait pas partie de leur famille. C'est allé très loin quand même, jusqu'à aller aux oreilles de la famille la plus puissante des États-Unis. Sandra, forcément, en apprenant ça, elle se sépare, elle demande le divorce directement, mais elle accepte quand même que Chris puisse voir sa fille 3 fois par an, mais avec une assistante sociale. Mais encore une fois, vous connaissez notre farfadet, ça va très vite partir en couille. Lors d'une visite, Chris va se balader avec sa fille et l'assistante sociale, sauf qu'à un moment, Chris va choper sa fille, courir vers une voiture, rentrer dans la voiture, partir en trombe, l'assistante sociale va s'accrocher à la voiture avant de lâcher quelques mètres plus loin. Chris vient tout juste de kidnapper sa fille tout en blessant l'assistante sociale. Un mandat d'arrêt va être déposé et le boug est recherché dans tous les États-Unis. Il sera retrouvé sain et sauf une semaine plus tard à Baltimore avec sa fille. Ça commence à puer pour notre Chris national. Après plusieurs examens, le FBI annonce que les empreintes de Clark Rockefeller ont formellement été identifiées comme étant celles de Christian Gerard Strater. Il s'est fait cramer le boug. Le juge va le condamner à 4 ans de prison ferme pour enlèvement de sa fille. Mais ça ne s'arrête pas là. Pas du tout. Pendant qu'il effectue sa peine de prison, les agents du FBI vont avoir une petite réflexion. Cet homme a été capable de mentir pendant plusieurs années sur son nom en ayant un comportement d'imposteur. Il a enlevé sa fille tout en blessant une assistante sociale. Ça se trouve, c'est un mec dangereux en fait. Ils vont donc retracer la vie de ce mystérieux personnage. Rapidement, ils vont faire le lien avec l'affaire de la disparition de John et Linda. Parce que oui, entre-temps, il y a eu une petite dinguerie. John et Linda ont été portés disparus pendant plusieurs années avant que des restes humains soient découverts enterrés dans le jardin de la maison où le couple vivait. Ah, trop bizarre, ils étaient pas en Europe ? En continuant l'enquête, le FBI va découvrir que Chris était celui qui cohabitait avec la famille au moment de la disparition de John et Linda. Forcément, ça va relancer l'affaire. Plusieurs choses vont confirmer que Chris était impliqué dans le meurtre. 2 livres vont être retrouvés enterrés à côté des restes humains. L'un provenait de l'université de Milwaukee, où Chris avait suivi des cours, et l'autre de l'université de Californie, où Chris avait suivi des cours de cinéma. Sans oublier que Chris s'était fait cramer avec la camionnette de John quelques jours après la disparition. Les enquêteurs comprennent que la carte postale c'était un coup de Chris, qui voulait juste faire croire à tout le monde que le couple était parti en Europe, pour pouvoir lui derrière fuir, changer de région et changer d'identité. Chris sera reconnu coupable pour meurtre en 2013 et sera condamné à une peine de 27 ans de prison. Il est aujourd'hui toujours emprisonné et devrait sortir en 2028-2029. Et encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi Chris a tué le couple. Lui, de son côté, il nie toujours en bloc, il affirme qu'il n'a pas tué John et Linda, et même dans sa version, il explique que Linda a tué John, avant de se suicider elle-même. Ok mec. Voilà, il y a toujours un mystère autour de cette histoire, mais ça la rend un peu excitante. Voilà, c'était l'histoire de Chris. Le mec, il est parti à l'aventure dans un autre pays. Il a compris que les États-Unis, c'était le capitalisme et l'argent à fond. Du coup, il s'est fait passer pour un mec qui avait de l'oseille et il s'est un peu enfermé dans ce truc de mythomanie, quoi. Au point où je pense qu'il en est devenu totalement fou, quoi. Cette histoire est tellement folle qu'il y a eu un film sorti en 2010, il y a eu également 2 documentaires et de nombreux livres se sont inspirés de l'histoire de Christian. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bisous.